All right. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4. Et comme je vous ai dit hier, j'ai une invitée, vraiment, j'étais trop excitée qu'on me dise oui. Quand je pensais là, à mon émission, je me suis dit, je vais contacter le groupe Équilibre. Ils vont sûrement me dire non. Tu sais, dans ma tête, c'était gros. Puis là, j'avais une grande vision. Puis finalement, ils m'ont dit oui. Et Andréane est avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir, Andréane. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Je pense que ça va être vraiment trop intéressant. Donc là si vous avez faim, vous avez soif, là, préparez votre lunch parce qu'on a beaucoup de choses à jaser aujourd'hui. Ça va prendre plus que 30 minutes, c'est sûr et certain. Ouais, On a plein de sujets. Fait Andréane, merci d'être là. ça Andréane, fait plaisir. J'ai même pas hésité une seconde, hein? Ça m'a fait toujours tout de suite très plaisir. et puis, dans le fond, Andréane, tu travailles au groupe Équilibre et tu es nutritionniste aussi de formation. Donc, parle-nous un Oui, petit peu là, de toi, de ton rôle à Équilibre, mais aussi parle-nous après ça d'équilibre. C'est quoi Équilibre? Parce que je oui. suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont savoir c'est quoi parce que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais il y en a peut-être qui n'ont aucune idée aussi. Là. Oui, absolument. Mais moi, je suis nutritionniste, puis je me suis toujours beaucoup intéressée dans mon parcours académique à tous les aspects, la relation avec la nourriture, les comportements alimentaires, mais au-delà de juste les nutriments qui rentrent, mais comment on se sent quand on mange et tout ça. Fait que ça m'a toujours beaucoup, beaucoup interpellée parce qu'évidemment, on mange, on vit dans une société où l'apparence, le poids, l'alimentation, ça prend souvent beaucoup de place dans les préoccupations. Donc, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellée. Et équilibre, c'est comme un fit naturel avec ce sujet-là. En fait, c'est un organisme à but non lucratif. Ça fait une trentaine d'années que l'organisme a été fondé. Et dans le fond, on développe toutes sortes d'actions pour vraiment aider les gens à avoir une image corporelle positive, à adopter des saines habitudes de vie, mais dans une optique de santé, de plaisir, de bien-être. Alors, on a toutes sortes de programmes, de conférences. On a des conférences en ligne pour le grand public ou pour les femmes là, qui se posent des questions. On a des billets de blog sur l'alimentation, le corps, l'activité physique qui sont toujours rédigés par des professionnels de la santé. En fait, on est une petite équipe là, de professionnels de la santé avec des gens souvent en communication, administration et compagnie. Mais pour nous, c'est super important que les contenus soient véhiculés par des professionnels de la santé parce que des fois, ce qui touche à l'alimentation, au corps, c'est facile d'avoir une expérience puis de vouloir la partager. Mais des fois, ce qui marche pour nous, c'est pas toujours appuyé par la science non plus. Donc, pour nous, c'est super important de vraiment se baser sur les données probantes et la science aussi pour transmettre les meilleures pratiques ou les meilleures façons de faire soit directement à la population, ou on fait beaucoup de formations aussi pour les professionnels de la santé. Donc, on a lancé dernièrement, sur 2 ans, là, on a travaillé sur un projet pour développer une boîte à outils pour les intervenants qui travaillent avec les femmes pendant la grossesse et aussi pour les intervenants qui travaillent avec les femmes en postnatal. Donc, on voulait vraiment les outiller parce que des fois, comme professionnel, on peut avoir certaines croyances ou certains malaises à aborder certains sujets, l'image corporelle, la préoccupation à l'égard du poids, c'est souvent un sujet quand même qui est assez délicat. Donc, on voulait vraiment outiller des intervenants pour qui accompagnent les femmes de la meilleure façon possible pour que soit pendant la grossesse ou après la grossesse, ben, que les femmes soient vraiment bien dans leur peau. Donc, si vous êtes suivi par des professionnels de la santé, des médecins ou autres, parfois, si vous sentez qu'ils sont mal à l'aise un petit peu, ben, en fait, c'est important là, de les référer sur le site d'Équilibre à ces boîtes à outils-là. Si vous sentez qu'ils sont ouverts, là, ça peut les outiller, ou même si vous sentez qu'ils sont très, très interpellés par ces thématiques-là, ben, ils peuvent en parler à leurs collègues parce qu'encore là, dans le suivi médicaux ou peu importe, là, pendant la grossesse puis après la grossesse, évidemment, la santé de la maman et du bien-être sont toujours au cœur des interventions, mais des fois, il y a des petits faux pas qui peuvent se faire. On est ancré dans des messages, des fois, qui étaient plus contrôlants par rapport au poids ou par rapport à l'alimentation, qui datent un peu de la culture des diètes qui nous suit depuis plusieurs années. Donc, je pense que ça, c'est des bons outils aussi là, pour les femmes. Ah oui, je me Puis rappelle une maman qui avait partagé une story qu'elle sortait de son rendez-vous de suivi avec son médecin, puis là, elle était toute triste parce que son médecin, il avait dit, mais là, tu as pris plus de poids que la normale, puis tu sais, elle est enceinte, elle est en santé, bébé allait bien, elle allait bien, puis là, elle était toute tourmentée, puis avec ça, fait que, tu sais, si jamais ça vous arrive, là, sage-femme, infirmière, médecin, puis que vous recevez un message, puis vous dites, hey, mais ça me fait vraiment pas sentir bien de me faire dire ça. Ou moi, j'ai pas le goût de le savoir, c'est quoi mon poids. Mais vous avez le droit aussi de dire non à la pesée ou de dire, ben, pèse-moi, mais parle-moi-en pas, tu sais.
Puis ça peut être, si vous êtes à l'aise justement de donner les outils, de les référer, ben on va mettre les liens aussi, là, soit en commentaire ou dans la description. Ben référez-les si vous êtes confortable parce que c'est en passant par des mamans aussi que ça va changer. Les mamans qui ne se sentent pas bien Mhm. là-dedans. Fait que, Équilibre a des belles initiatives, mais vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Hein? Ça prend des messagers, ça prend des gens qui réfèrent. Donc, si jamais ça vous interpelle, puis ça vous est arrivé une situation comme ça, puis vous êtes à l'aise de référer, ben let's go, faites-le parce que c'est comme ça Mhm. on va avoir un impact encore plus grand, puis des changements, puis que ça va évoluer finalement, là, tu sais, fait que ayez pas peur, faites-le, c'est des Oui, aidez-nous à transmettre la bonne nouvelle autour. vraiment, vraiment. Puis il y a il y a des campagnes aussi, là. Moi, j'ai souvent parlé de la campagne Le poids sans commentaire, qui est à Mhm. l'automne, il me semble. Ouais, C'est ouais. comme ça que j'ai découvert là, Équilibre il y a plusieurs années, puis à chaque année, j'en parle parce que c'est vraiment important. Mais il y a d'autres campagnes aussi menées par Équilibre. Oui, on a 3 campagnes annuelles, en fait, celle dont tu viens de parler, là, qui se déroule en novembre. On a une campagne aussi qui vise à féliciter les bons coups de l'industrie, de la mode, des médias ou de la publicité, qui font des initiatives justement pour valoriser la diversité corporelle et faire changer un peu cette norme-là où c'est toujours la minceur qui est mise de l'avant parce qu'il y a beaucoup de progrès qui se fait depuis les dernières années. Mais il y a quand même beaucoup de personnes minces qui sont représentées ou surreprésentées dans l'environnement médiatique ou culturel ou dans les films et les émissions. Si on compare avec ce que c'est pour vrai dans la réalité. Donc, on veut essayer de montrer un peu la diversité qu'on voit dans le vrai monde, mais Oui, dans tout l'environnement socioculturel qui nous entoure pour faire en sorte que quand on voit des modèles, ben, qu'on se reconnaisse aussi, que ce ne soit pas toujours des personnes minces, parfaites, qui ne représentent pas la réalité non plus. Donc, on a cette campagne-là qui est autour du mois de mars-avril, et en mai, le 6 mai, la Journée internationale sans diète. Donc ça, c'est une campagne aussi où on aborde toujours les pièges de la restriction, on parle un peu des dangers des régimes, de comment manger avec bienveillance. On en reparlera un petit peu plus tantôt aussi, là, mais on a différentes thématiques. Et si ça vous intéresse, tout ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Là, on est très actifs sur Facebook, Instagram. Donc, groupe Équilibre, on a beaucoup de contenu aussi, là, donc je pense que ça peut toujours faire du bien, qu'on soit de maman ou pas. Des fois, il y a des conseils aussi comme parents parce qu'on veut aussi transmettre le mieux à nos enfants. Donc, je pense qu'il y a plein de belles ressources aussi pour aider les mamans là-dedans. il n'y a pas la journée sans maquillage aussi où je me trompe. Oui, oui, absolument, c'est vrai. C'est en J'espérais que juin. c'était pas aujourd'hui parce que je me suis Non, maquillée. non, oui, puis des fois, on y pense même pas. Aujourd'hui, Ouais, je ouais, suis de la ouais, tête. absolument. La journée sans maquillage, c'est une journée vraiment qui se veut une journée de réflexion. On ne dit pas aux gens maquillez-vous jamais ou vous n'êtes pas correct de vous maquiller, vous ne soutenez pas, mais c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à la place qu'occupe l'apparence, qu'on se maquille ou pas. On peut prendre le temps de réfléchir à cette question-là et puis de soutenir la campagne, peu importe le maquillage qu'on se met. Mais on voit de plus en plus aussi de personnalités connues qui se mettent un peu sans filtre, sans maquillage sur les réseaux sociaux. Donc, d'apprendre encore là à avoir le vrai visage puis à ne pas être mal de sortir ou de se montrer si un jour on n'a pas le goût ou on a l'air plus fatigué, c'est correct aussi. C'est Là, comme donc, ça quand j'étais plus jeune, là, c'était impossible de sortir de chez moi pas maquillée, pas les cheveux arrangés, puis tout ça. Mais maintenant, en fait, c'est ma seule journée de la semaine que je me maquille. Juste parce que j'ai le goût. J'espère que c'est pas aujourd'hui parce que c'est dans les. C'est bientôt, c'est en juin, ouais. en juin, c'est C'est ça. en juin, c'est passé, ouais, ouais. Ah, c'est déjà passé. Bon, je l'ai manqué. Oui. Mais fait que ça, c'est une autre campagne. Fait que c'est vraiment. Puis c'est en lien avec l'apparence, avec Ouais. l'influence que tout a sur nous aussi, puis notre façon de se percevoir, tu sais. Donc, il y en a qui ne peuvent pas s'imaginer sans maquillage, là. Aussi, mais c'est la même chose. Il y en a qui ne peuvent pas laisser aller le contrôle, j'imagine, par rapport à l'alimentation, de peur que leur corps change et tout ça. Donc, super. Ouais, Donc, merci de nous présenter Équilibre, vraiment un ça bel fait plaisir. organisme. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu des femmes enceintes et des nouvelles mamans. Moi, je semble remarquer, là, je suis dans plusieurs groupes de mamans. Ça fait quand même 4 ans, un petit peu plus que 4 ans que je baigne dans la périnatalité quand je suis moi-même devenue maman. Et il y a tellement de mamans préoccupées justement par leur poids. Est-ce que c'est juste une perception que moi j'ai ou c'est quelque chose que vous remarquez vous autres aussi chez vous? Oui. Oui.
Oui, vraiment. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est très féminin à la base, là, maman ou pas. De plus en plus d'hommes et même de jeunes garçons, filles, sont préoccupés et vivent, de l'insatisfaction corporelle. Mais c'est sûr que la maternité, en plus, c'est un moment où le corps change. On n'a plus nécessairement le contrôle sur notre corps. On n'a plus nécessairement le même contrôle sur notre alimentation ou l'activité physique parce que des fois, les nausées, l'énergie, on doit lâcher prise sur Mhm. plusieurs choses. Puis j'aime pas ça dire contrôle, là, parce qu'en fait, c'est justement, il faut lâcher prise, mais l'idée, c'est d'essayer vraiment d'être bien dans sa peau, dans sa relation avec le corps, l'activité physique, que ça soit pas du contrôle, mais que ça soit plus du plaisir, de la bienveillance. Mais en tout cas, on pourra y revenir un peu plus Oui, tard aussi à ces notions-là. Mais oui, effectivement, la préoccupation est importante. Et dans le cadre du développement là, des boîtes à outils en prénatal et en postnatal, on avait sondé à peu près 300 professionnels de la santé qui travaillaient avec des femmes soit enceintes ou après l'accouchement pour leur demander, les femmes que vous côtoyez, est-ce qu'elles sont préoccupées? Qu'est-ce qui les préoccupe? Et il y a à peu près 3 femmes sur 4 qui avaient peur de ne pas perdre assez rapidement ou facilement le poids accumulé au cours de la grossesse, autant en prénatal qu'en postnatal. Donc ça, on voit que c'est comme la préoccupation centrale. Puis même quand on parle on en parle souvent entre femmes, quand on se compare, il y a souvent cette crainte-là de prendre du poids. Euh, après ça, ben, des fois, en postnatal, il y a la peur de ne pas avoir le temps, d'avoir de saines habitudes de vie, ou ça revenait chez à peu près 2 femmes sur 3. Même chose aussi, 2 femmes sur 3 qui avaient peur, qui avaient des attentes irréalistes, en fait, par rapport à la capacité ou au rythme de perte de poids. Donc, c'est quelque chose qui est très, très présent. Puis pendant la grossesse, ben, les femmes aussi, encore une fois, 2 sur 3, là, avaient peur de vivre des changements par rapport à leur corps. Donc, c'est tout, on voit que ça tourne beaucoup autour des changements que la grossesse va amener sur le corps, de la relation différente qu'on va devoir avoir avec l'alimentation et l'activité physique pendant la grossesse, puis après aussi, parce que si on n'a plus le bébé dans notre ventre, des fois, il est dans nos bras en un temps oui, c'est ou ça. une énergie différente aussi. Donc, ça aussi, là, c'est des préoccupations que les femmes vivent. Donc, je pense que l'idée, c'est de reconnaître qu'on n'est pas toute seule, que ça fait partie de plusieurs autour. Il y en a des femmes qui vont avoir une grande facilité à se confier ou à en parler à leur entourage. Il y en a d'autres qui vont garder ça très privé, mais sachez que vous n'êtes pas les seuls, puis ça peut faire du bien justement aussi d'en parler avec vos amis, avec votre chum, avec des professionnels de la santé, avec peut-être vos mères, belles-mères qui sont passées par là, puis qui auront peut-être réussi à lâcher prise, qui pourront vous donner des conseils aussi. Là, mais oui, c'est une préoccupation qu'on observe qui est très importante. Je vais faire du pouce là-dessus avec une question justement que si tu as des conseils à donner, parce que ça va arriver, là, on passe des commentaires Ouais. fois sur l'apparence des femmes, qu'elles soient enceintes, qu'elles soient en postnatal. Donc, des fois, là, justement, notre belle-mère ou notre mère va nous lâcher un commentaire. Tu sais, ça peut venir de nos proches, là, souvent. Ils vont nous dire ouais, hein, je sais pas, là, qu'est-ce que. Moi, je pense qu'il n'y a plus personne qui ose commenter, là. Non, tu as bien sensibilisé ton entourage. J'essaie, ouais, ben, c'est pour ça, en fait, je te pose aussi la question pour moi, parce que moi, je suis un peu lionne, là, tu sais, je ne vais pas passer par 4 chemins, puis ça peut être un peu bête. Ça m'est arrivé comme expérience quand j'ai découvert justement l'équilibre, quelqu'un m'a dit oh, wow, t'es belle, t'as maigri. J'étais comme est-ce que t'es en train de me dire que j'étais moins belle avant? La personne ne savait pas quoi dire. C'était bête un peu comme réponse. Fait, comment on peut, avec un peu plus de douceur et un petit peu plus de tact, répondre aux personnes qui nous font. Je trouve ça drôle, j'en ris maintenant, mais pauvres personnes à qui j'ai dit ça. J'étais comme, voyons là, tu sais, allume, qu'est-ce que tu me dis là? Mais c'est ça, tu sais, on se rend pas compte des fois de Mhm. l'impact d'un commentaire qu'on va dire. On sait pas la personne nécessairement qu'est-ce qu'elle vit, comment elle est dans son corps. Tu sais, j'aurais pu être malade, puis c'est pour ça que j'avais maigri. C'est Tu m'as ça. dit que je suis belle, donc tu valorises que, tu sais. Mais comment on répond? As-tu des conseils pour les mamans, puis tout le monde en général, là, qu'on soit enceinte ou pas enceinte, comment on répond à des commentaires que, un, ne sont pas nécessairement bienveillants ou qui ne nous font pas du bien, on dit quoi? Comment Mm. on dit? Ben, c'est une très bonne question. Puis je pense qu'on a chacun notre style. Hein? Je pense que c'est correct qu'il y ait des lions, c'est correct qu'il y ait des plus diplomates. On y va un peu comme, comme ça vient. Puis c'est Je vrai que peux c'est travailler un ma commentaire. diplomatie un peu. C'est des commentaires qui viennent toucher. Puis souvent, la grossesse, c'est quelque chose qui est très apparent aussi. Fait que c'est facile pour les gens de dire oh là, ci ou ça. Puis je pense que la majorité des gens veulent jamais mal faire. Hein? L'intention est toujours bienveillante. Il y a quand même une certaine norme aussi hein, de
beauté associée à la grossesse, même si c'est plus accepté socialement, souvent qu'on prenne du poids dans une période comme ça. Mais il y a souvent, tu sais, la maman qui n'a pas l'air enceinte de dos, avec le petit ventre parfait, pas de vergeture, qui a l'air toute en forme, tu sais, qui n'est pas enflée de nulle part. Tout C'est ça, là, c'est ce qui est souvent présenté, encore une fois, dans les magazines, les personnalités connues qui sont enceintes, qui se montrent comme ça à leur meilleur, qui ont perdu leur poids dans le mois suivant, tu sais. C'est tout pas réaliste. Ou mais ça peut-être que c'est une arrive parce que infime. moi, Oui, ça m'est arrivé, tu sais. oui, Sauf absolument. que je recevais des commentaires de «Ah, mais ça paraît pas que tu es enceinte». Hey! Je suis enceinte, je te le garantis, je sens tous les symptômes. Ça me tente pas de me faire dire j'ai pas l'air enceinte. Ouais, 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 absolument. Mais c'est ça, c'est très variable selon les personnes, puis les gens se Ouais, permettent des commentaires. Fait que je pense que c'est important d'abord de prendre conscience de comment ça nous fait sentir. Tu sais, des fois, on dirait que ça se fait vite, c'est tellement naturel qu'on fasse des commentaires. C'est un peu pour ça qu'on fait cette campagne-là sur les commentaires sur le poids, tu sais, pour faire réaliser aux gens l'omniprésence des commentaires, l'impact de ces commentaires-là, puis même l'impact négatif des commentaires qui se veulent positifs ou bienveillants. Donc, c'est un peu tout ça, puis c'est la même chose qui s'applique pendant la grossesse ou après la grossesse. Donc, de voir comment je me sens, de prendre le temps de réfléchir aux commentaires que vous avez reçus. Ça arrive tout le temps? C'est toujours la même personne? Comment ça me fait sentir? Puis là, de voir un peu comment vous voulez traiter ça. C'est quelqu'un qui n'est pas important pour moi, que je ne reverrai jamais, ça m'est passé de même par-dessus la tête, puis ça ne donne rien que je m'en fasse avec ça. Ou c'est toujours la même personne qui, chaque fois qu'elle me voit, me fait un commentaire, puis ça me fait sentir pas bien, j'aime pas ça. Mais là, à ce moment-là, ça vaut la peine de s'asseoir puis d'avoir une discussion avec cette personne-là très ouvertement. C'est sûr que c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le goût non plus d'embarquer dans des grandes discussions comme ça, mais je pense que si c'est quelque chose qui vous nuit, qui vous fait sentir mal, ben essayez de le faire. Ou si c'est quelqu'un que vous pouvez moins voir selon la nature de la personne, ben entourez-vous de personnes qui vous font sentir bien, qui vont vous faire des commentaires positifs. Donc, encore là, il y a une manière soit d'affronter directement ou de plus s'entourer de personnes qui vont nous faire sentir bien. Et souvent, on a tendance un peu, des fois, les femmes, les mamans, à retenir la petite critique, le petit commentaire qui nous a fait sentir mal, mais essayez volontairement de vous rappeler de tous les autres commentaires positifs que vous avez reçus par rapport à des félicitations pour votre grossesse, ou vous avez l'air bien, ou que peu importe, là, des commentaires qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait du bien. Essayez de vous en rappeler volontairement, puis d'essayer d'oublier un peu plus le commentaire qui aurait pu nuire dans l'équation de tout ça. Donc, mais même si c'est votre médecin aussi, tu l'as dit tantôt, puis je pense que c'est bien de le dire, souvent dans les suivis qui sont plus médicaux, on se fait peser par l'infirmière, par le médecin, par tout le monde, tout le temps, à chaque rendez-vous. C'est peut-être pas nécessaire, tu sais, puis c'est sûr qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est le bien-être de la maman, du bébé, mais si vous trouvez que c'est trop, puis que vous avez envie juste qu'ils le notent dans le dossier, qu'ils vous fassent pas de commentaires là-dessus, c'est parfait de le dire aussi, ça les sensibilise, puis l'important, c'est de vous respecter, vous aussi, là-dedans, là. je pense que c'est important qu'on se donne le droit d'imposer nos limites. Je sais qu'en tant que femme, Mhm. ça peut quand même être difficile. Je pense que ça revient un peu, je ne sais pas si c'est parce que moi je baigne là-dedans, mais je pense que c'est correct de mettre nos limites puis de dire, ben moi, cette approche-là, ça ne me convient pas. Tu sais, Mhm. il y a des pratiques qui sont désuètes dans le monde médical. Si on dit jamais rien, ça ne va pas évoluer. C'est pas parce que c'est dans le monde médical que c'est parfait, là. Hein? On a le droit de mettre nos limites puis de dire, ben moi, j'ai pas envie de me faire dire mon poids tout le temps ou de me faire passer des commentaires. Tu sais, assumez-le, vous avez le droit. Ayez 5 secondes de courage pour assumer que vous n'aimez pas ça, puis vous n'avez pas envie, puis c'est vraiment correct, vous avez le droit. Puis, tu sais, si tout va bien, là, je sais, oui, bon, il peut y avoir du diabète de grossesse, mais ça, des fois, ça n'a même pas rapport avec le poids de la maman. Il va y avoir des mamans super minces qui prennent presque pas de poids pendant leur grossesse, qui vont faire du diabète aussi. Fait que, je sais que le poids est une prédisposition, fait que c'est pour ça qu'ils le vérifient, mais il y a quand même des nuances. Là, donc, Mhm. posez des questions, puis osez dire que ça ne vous convient pas. Prenez votre courage à deux mains. Vous avez le droit de mettre vos limites, puis vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous mettez vos limites. C'est vraiment correct aussi Non. de le faire. Mais merci pour tes Puis conseils. j'aime ça, de rien. J'aime ça ce que tu dis aussi par rapport au fait de poser des questions. C'était ça que j'allais dire aussi. Tu sais, du courage, puis aussi une autre approche, ça peut être un peu de la curiosité, parce que Mm. peut-être qu'en posant la question à votre médecin, pourquoi tu mesures si souvent mon poids? Qu'est-ce que ça te donne de savoir ça? Tu sais, des fois, peut-être que nous, on peut se dire, ah mon Dieu, il me juge parce qu'il va penser que j'ai trop mangé ou j'ai mal mangé ou su mon poids, mais peut-être qu'il peut vous expliquer un peu, tu sais, pourquoi, ou peut-être votre belle-mère, elle peut vous dire, ah, moi, j'arrête
pas de te dire que tu as pas, ça te fait bien parce que moi, je sais pas, je t'inquiète parce que j'avais pas poids, puis moi, je veux, tu sais, des fois, les gens vont transposer certaines choses. Fait que des fois, de prendre le temps juste de poser la question, pourquoi tu me dis ça? Ça peut permettre de comprendre aussi, puis de dire, ben, regarde, tu vois, moi, j'aime pas ça me fait sentir si, peu importe. Mais tu sais, des fois, d'être curieux, d'être courageux, de dire aussi c'est différentes façons. J'aurais le goût de dire aussi, écoutez-vous vous-même, puis demandez-vous si vous-même vous êtes dur, puis si vous-même vous faites des commentaires sur votre peau, votre apparence, parce que ça vient beaucoup des autres, mais des fois, ça vient de nous-mêmes, puis des fois, la petite voix dans notre tête qui est dure avec nous, tu sais, on n'a pas tendance à la remettre en question, ou des fois, on l'entend, mais on l'entend plus un peu, tu sais. Donc, d'essayer de voir aussi, est-ce que c'est moi qui me compare, est-ce que c'est moi qui est trop exigeante, puis d'essayer de revoir ces attentes-là. Puis ça aussi, vous pouvez en parler avec votre médecin ou avec votre entourage, dire, ah, il me semble que j'ai de la misère à accepter les changements qui se passent dans mon corps, puis ça serait tout à fait normal. Ça arrive à plusieurs femmes, on l'a vu avec les statistiques tantôt, mais des fois, ils peuvent avoir des conseils à vous donner ou vous dire, ben moi, je te trouve bien comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour te soutenir? Parce que je pense que les conjoints, souvent, pendant la grossesse, ne savent pas toujours, tu sais, il y en a qui sont très, très outillés, il y en a qui le savent moins, mais je pense qu'ils veulent être là aussi, en général, pour soutenir leur conjointe. Donc, de demander ou de dire, tu sais, moi, j'aurais besoin en ce moment là, que tu me dises ça ou que tu m'encourages parce que je me sens moins bien dans ma peau ou bien que tu me dises que tu me trouves belle ou que tu t'occupes des autres enfants pour que je puisse avoir du temps pour moi, pour faire des choses qui me font du bien, pour me sentir mieux dans ma peau. Donc, n'hésitez pas aussi à nommer à votre conjoint comment il peut vous soutenir là-dedans, comment il peut vous aider. Je pense que ça va juste, votre conjoint ou votre conjointe, en fait, là, je pense que ça va juste faire en sorte qu'ils vont se sentir encore plus inclus, puis qui vont sentir qu'ils peuvent vous soutenir et faire une différence aussi pour vous, même pendant la grossesse. Là. Mhm. Puis moi, il y a une chose aussi que j'aime bien, tu sais, j'en parle souvent aussi de l'effet miroir, tu sais, en coaching, en développement personnel, c'est que les gens vont souvent commenter parce que c'est important pour eux, mais ça n'a Mhm. rien à voir avec vous. Tu sais, si on parlait tantôt, si c'est toujours la même personne qui vous dit des commentaires, ben ça vous dit que pour elle, l'apparence est importante, pour elle, le poids est important. Puis justement, avec la curiosité, j'aime ton idée de curiosité, de poser des questions, mais je remarque que tu me passes toujours un commentaire à chaque fois qu'on se voit. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Puis là, peut-être la personne, elle va réaliser, tu sais, Mhm. hey, tu sais, parce que des fois, on n'a pas conscience de ce qu'on dit. Tu sais, la personne n'est peut-être juste vraiment pas consciente que c'est important, aussi important pour elle. Tu sais. Mm. Et ça peut même rendre service à cette Oui, personne c'est une d'être double curieuse, motivation. de l'approcher vraiment avec, de dire, mais ça a l'air d'être important pour toi, hein? Est-ce que tu veux qu'on Mhm. en jase? Parce que souvent, c'est ça, tu sais, c'est un miroir. Puis oui, nous, on va être dur envers nous-mêmes. Puis des fois, on va avoir peur de se faire juger parce que nous, on juge. On ne veut pas l'admettre. On pense qu'on est sans jugement, mais souvent, on va juger, on va critiquer, c'est des choses qu'on va remarquer chez les autres. Fait qu'on a peur de se le faire dire aussi. Puis on va être dur envers nous-mêmes. Donc, se rappeler qu'on est toujours des miroirs les uns envers les autres, des miroirs qui Mhm. amplifient quelque chose quand même. Là, c'est souvent très amplifié. Quand quelque chose vient vraiment nous chercher, c'est amplifié pour qu'on en prenne conscience puis qu'on puisse faire la démarche après pour que ça ne vienne plus nous chercher autant. Fait que si quelqu'un nous passe toujours un commentaire, ben ça peut être une belle opportunité aussi de se questionner nous, puis de questionner la personne, puis peut-être de l'amener vers une Mm. prise de conscience. Puis là, si la personne, c'est vraiment important pour elle, mais que ce n'est pas pour vous, ben laissez faire ce qu'elle vous dit. Si c'est pas important Ouais. pour vous, rappelez-vous que c'est important pour elle. Fait que voilà. Mm. Ça peut peut-être Puis vous surtout, laissez aider. pas ces commentaires-là nuire à tout ce que vous êtes en train de vivre. Tu sais, des fois, c'est dommage que ça nuise parce que c'est tellement, en général, en tout cas, une belle période. C'est sûr que tout le monde ne le vit pas de la même façon non plus, mais c'est ça, laissez pas ces commentaires-là là, nuire au plaisir que vous pouvez éprouver à être enceinte, si c'est votre cas, là, puis Oui, oui, au parce que cheminement de tout ce ça se processus-là. ça se peut qu'on n'aime pas ça être enceinte. Ça, c'est un autre tabou, hein? Oui, absolument. On aime ça avoir des enfants, mais la grossesse, ça ne veut pas dire qu'on aime ça, puis vous avez le droit de ne pas aimer ça, être enceinte, puis de ne pas vous sentir coupable. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. On va parler un peu, si tu veux bien, de minceur. Et pourquoi c'est autant valorisé? Ça vient d'où ça que dans notre société, là, on a décidé que ce modèle-là, c'est le bon modèle, puis c'est un modèle mince. Ça part d'où? Mmh. Ben, ça date de plusieurs années, hein, évidemment, puis on vit une pression dans la société à plusieurs niveaux. En fait, souvent, nous, on l'illustre,
un peu comme il y a la femme, on va prendre la femme ou la maman, là, ou ça peut être n'importe quel individu qui est comme au centre. Puis autour, ben, il y a l'entourage, la famille, le conjoint, les amis, les collègues de travail qui vont avoir une certaine perception de, tu sais, c'est quoi les attentes par rapport au poids dans la société, puis qui vont pouvoir mettre une certaine pression sans le vouloir nécessairement sur l'individu qui est au centre. Donc, des commentaires de belle-mère ou de médecin ou de conjoint. Puis soi-même, des fois, quand on adhère à cette norme de minceur-là, ben, on va renforcer aussi, puis on peut influencer l'entourage autour de nous. Puis autour de tout ça, il y a ce qu'on appelle un peu l'environnement socioculturel. Ben, c'est toutes les valeurs de notre société qui vont aussi influencer les individus de notre entourage et nous-mêmes, qui font que, dans le fond, des fois, on ne se rend même pas compte que c'est comme omniprésent comme ça parce que c'est tellement intégré dans nos mentalités depuis longtemps. Donc, dans cet environnement-là, socioculturel, il y a plusieurs choses qui influencent aussi puis qui renforcent cette pression-là de minceur. Ben, il y a évidemment le modèle assez unique de beauté. Comme je disais tantôt, ça a beaucoup évolué, mais reste que les personnes minces sont encore surreprésentées. Les personnes grosses sont souvent sous-représentées quand on regarde des revues, des émissions et tout ça, malgré là, l'avancée en la matière. Donc ça reste qu'on se compare toujours à quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité. En plus, à ça, on rajoute les retouches photos et autres. Donc, déjà, la personne à la base représente un très faible pourcentage de la population. Bien là, on rajoute en plus une composante artificielle de Photoshop, mettons. Donc, ça rajoute encore une couche de complexité. C'est sûr aussi qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de préjugés à l'égard du poids qui sont encore présents. On pense souvent à tort que les personnes grosses mangent mal, bougent pas assez, sont paresseuses. C'est tous des mythes qu'il faut défaire. Même nous-mêmes, des fois, ça peut faire en sorte qu'on a peur de prendre du poids parce qu'on adhère à ces croyances-là sans s'en rendre compte nécessairement, parce qu'on a été influencé par tout ça aussi. Donc, de se poser la question, de prendre conscience de ces préjugés, c'est très bien documenté que les professionnels de la santé en ont, la population en a. Donc, il ne faut pas être mal de se rendre compte qu'on en a, c'est normal. Mais une fois qu'on en prend conscience, ben c'est là qu'on peut s'informer, remettre en question cette croyance-là pour essayer tranquillement de se libérer de certains préjugés. Donc, ça peut faire du bien à l'échelle collective, mais même pour soi-même aussi. Oui. Ensuite, il y a tout le discours aussi qui associe le poids, en tout cas la minceur, à la santé. Puis ça, ben, le bout suivi de grossesse médicale aussi peut faire un certain effet là-dessus. C'est vrai que le poids est un facteur qui détermine la santé, mais il y en a tellement d'autres. Les habitudes de vie, le sommeil, le tabagisme, le stress, la génétique. Donc, le poids, c'est un tout petit facteur sur lequel, en plus, on n'a pas le plein contrôle. Puis ça aussi, on est habitué de croire que si on a de la volonté, on peut contrôler notre poids. Mais c'est pas vrai parce que tellement pas vrai. Puis les régimes nous font croire ça. La culture des diètes aussi dans laquelle on vit nous envoie ce message-là qu'il y a toujours une diète là, qu'on peut essayer puis que c'est notre problème parce qu'on a manqué de volonté si ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas vrai. Puis le poids, c'est déterminé par plusieurs facteurs. Encore une fois, la génétique et plein d'autres facteurs. Certains sur lesquels on a un contrôle, mais plusieurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et c'est pas parce qu'on a un contrôle que c'est nécessairement facile à changer. Hein. Prenez un fumeur qui veut décider d'arrêter de fumer, là, on le sait que c'est pas bon pour la santé, mais c'est difficile. Des fois, c'est ancré dans les habitudes. Il y a un aspect de dépendance. Puis la nourriture, on peut pas juste arrêter de manger puis se dire je mange plus jamais. Là. Donc, il y a une relation avec la nourriture qui se bâtit dès l'enfance, même des fois un peu dans le ventre de la mère avec le contact que l'enfant a avec les aliments ou autre, mais on est pris un peu là-dedans. Donc, il faut essayer de se défaire de cette croyance-là. Et le fait d'adopter des saines habitudes de vie, c'est démontré très clairement dans la littérature scientifique que peu importe le poids, ça a un impact très favorable sur la santé. Donc, si la seule motivation qu'on a pour changer nos habitudes de vie, c'est de perdre du poids, bien, malheureusement, on risque d'abandonner ces changements-là si le poids ne suit pas, puis on risque de tout perdre, finalement, les gains qu'on avait pour notre santé, pour notre bien-être. Donc, ça, c'est un travail d'une vie. On en reparlera un peu plus encore tantôt même, mais il y a un certain lâcher-prise aussi à faire là-dessus, puis c'est pas vrai que minceur égale santé, là, nécessairement. Je trouve qu'on a trop simplifié l'équation de dire Mhm. maigrir, c'est les calories que tu manges, moins les calories que tu dépenses. Fait que faut que tu en dépenses plus que tu en manges, mais c'est ben trop basique, là. C'est pas comme, tu sais, Ouais, ouais. comme en période périnatale, il y a les hormones, là. Ça, c'est puissant, hein? Les hormones, on s'entend. Puis, tu sais, Mm. j'aime ce que tu viens de mentionner aussi, que souvent, on a des attentes réalistes, en fait, envers notre programme d'entraînement, que là, notre corps va complètement changer en une semaine, et puis on se décourage vite parce que Mm. les effets, là, c'est pas instantané, là. C'est pas parce qu'on s'entraîne 3 fois par semaine 30 minutes ou tous les jours 30 minutes même, que ça va paraître dans une semaine, dans 2 semaines. Ça va paraître dans votre niveau d'énergie, sûrement. Ça va paraître Mhm. dans plein d'autres facteurs, mais dans le miroir,
vous allez peut-être pas jamais le voir. Donc, si la perte de poids puis l'insatisfaction corporelle, c'est la seule motivation à être actif, euh, vous n'aimerez jamais ça. Être actif, c'est super décourageant quand même d'aborder l'activité physique juste pour maigrir, avoir un six-pack, avoir un certain Mm. corps, parce que la génétique aussi, puis là, ça, c'est mon domaine, je pourrais en parler longtemps, mais c'est, tu sais, il y a des gens qui vont prendre facilement de la masse musculaire, puis d'autres qui n'en prendront pas, tu sais, on a tout un corps différent, donc Mm. c'est pas parce qu'un programme fonctionne pour une qui fonctionne pour l'autre qui va donner les mêmes effets, fait que, tu sais, les diètes, à quelque part, c'est comme, oh, ça marche pour moi, ça va marcher pour tout le monde, non, tu sais, Non, les non, diètes, non. on est-tu rendu à parler de ça? On veut-tu parler de ça, Andrea? Ah oui, on veut, on veut. Euh, mais parlons-en des fameuses diètes. C'est-tu bon, les diètes? C'est pas bon, les diètes. C'est Comment? pas bon, c'est la seule conclusion que je peux vous donner là-dessus. Puis en fait, là, c'est pas bon, puis c'est difficile de se rentrer dans la tête, je pense, souvent, que ça va pas marcher parce que c'est fort l'industrie de l'amaigrissement. Puis en fait, on dit souvent ça, que c'est la seule industrie qui se fait de l'argent à vendre des produits inefficaces. Est-ce qu'on achèterait une auto si on savait que le moteur brisait après 1 an, le mot se passerait, puis plus jamais cette auto-là serait achetée, puis la compagnie n'aurait pas le choix de changer son moteur, puis de faire une auto qui va avoir un bon moteur? Mais l'industrie de l'amaigrissement mise un peu sur l'échec de ses produits pour vendre et vendre et vendre et vendre toujours avec des nouveaux arguments de plus en plus en lien avec ce qu'on entend. Tu sais, avant, les diètes, c'était OK, ça va être efficace, ça va être strict, ça va être rapide, mais maintenant, on parle beaucoup de plaisir, de bienveillance, de prendre son temps. Alors là, maintenant, les nouveaux arguments, c'est plus ah, maigrissez sans vous priver, respectez votre faim, mangez ce que vous voulez, mais maigrissez quand même. Donc, les arguments marketing ont évolué aussi en fonction de ce qu'on dit les nutritionnistes ou de ce que disent les messages de science. Donc, il faut toujours rester très critique. Si c'est un programme qui promet une perte de poids, qui n'a pas d'accompagnement professionnel de la santé, où on ne met pas en place des façons de bouger ou de manger plus sainement sur du long terme, ben malheureusement, oui, ça peut fonctionner à court terme, ça c'est sûr, mais ça ne fonctionne pas à long terme. C'est très bien documenté, encore une fois, dans toutes les études. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'on essaye d'appliquer la même recette à tout le monde, d'abord, alors que chacun est très, très différent, autant au niveau de sa génétique qu'au niveau de ses habitudes de vie. Tu sais, s'il y a une personne qui a de la misère à écouter ses signaux de faim de satiété, même si il fait tout calculer, là, des points ou des calories, c'est pas ça le problème. S'il y a une personne qui s'est privée de manger certains aliments toute sa vie, puis qu'elle a travaillé cette relation-là avec la nourriture, ben, de faire un régime où est-ce qu'il y a encore plus d'aliments exclus de son alimentation, ça ne l'aidera pas. Et aussi, c'est que c'est souvent des choses qui sont strictes. On n'a pas le choix de couper certaines affaires. Ça marche toujours un peu avec la même formule, hein, les régimes, c'est qu'on enlève quelque chose, soit un groupe d'aliments en fonction de notre groupe sanguin ou juste en fonction de les fameux pays ou peu importe, mais on va couper quelque chose qui va faire en sorte qu'on va manger moins, puis que probablement que ça va induire un certain déficit calorique qui pourrait faire en sorte qu'on maigrisse. Mais ça, c'est tout beau là, sur papier dans des formules mathématiques, mais justement, dans la vie, c'est pas comme ça. Notre corps, là, on n'aime pas ça en ce moment parce que l'environnement qui nous entoure nous fournit beaucoup de choses à manger, rend l'activité physique moins facile. T'sais, souvent, on prend notre auto et tout ça comparativement à il y a bien longtemps, mais notre corps il est régulé en fait pour assurer notre survie et pour maintenir un poids pour justement qu'on n'en perde pas trop de poids pour vivre puis survivre aux famines et compagnie. C'est ça qui était l'historique. Puis maintenant, ça nous sert moins parce qu'on n'est pas dans un environnement comme il y a très longtemps. Mais il ne faut pas oublier ça, que le corps, ce qu'il veut, lui, c'est essayer de garder un certain équilibre. Là. L'homéostasie, dans le fond, c'est une menace pour le corps, une perte de poids rapide. C'est vraiment, c'est menaçant à la santé, à la survie de la personne. J'imagine, là, ça peut être enregistré comme ça, justement, de oh mon Dieu, tu sais. Donc, on développe des mécanismes, notre corps s'adapte et va développer des mécanismes pour qu'on perde moins facilement du poids, j'imagine. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, oui, oui. Non, non, c'est vraiment ça. Souvent, après avoir fait plusieurs cycles aussi de yo-yo, on va perdre du poids, on va abandonner parce que c'était trop drastique ou ça nous privait de faire des choses avec nos amis, des soupers ou peu importe, ou juste parce qu'on ne veut pas tout le temps manger un certain aliment ou un certain supplément ou shake, peu importe, tout le temps, parce que c'est pas ça, dans le fond, la vie non plus, tu sais. Mais on va abandonner, on va reprendre le poids perdu et même plus, autant pour des raisons qui vont être physiologiques
que pour des aspects qui vont être un petit peu plus en lien avec la psychologie, parce que encore là, quand on se prive de certains aliments, ça les rend vraiment plus attrayants. On va tendance à en manger plus parce qu'on va se dire: «Ah, la prochaine fois, là, ben là, c'est fini, puis je me coupe de cet aliment-là». Donc ça va toujours entretenir un certain cercle vicieux. Puis ça, souvent, on ne le sait pas à quel point il y a un impact négatif sur la relation avec le corps et la nourriture quand on suit un régime, au-delà de juste les impacts sur le corps physiologique. Donc c'est important d'essayer le plus possible de résister à l'envie de suivre un régime. Puis en même temps, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse pour dire, si vous n'êtes pas capable puis que vous acceptez d'essayer encore, sachant toutes les considérations qu'on dit, ben, il ne faut pas trop non plus se blâmer parce que c'est pas facile, tu sais, de se défaire de cette relation-là, de faire la paix avec le corps. Puis peut-être que vous allez encore avoir besoin d'essayer pour vous rendre compte finalement que c'est pas ça la solution puis que ça fonctionne pas pour vous. Mais aussi, tu sais, je me suis rendu compte avec les années qu'en ayant ce discours-là, ben, des fois, ça faisait sentir les femmes qui retombaient ou qui rechutaient dans les régimes très coupables. Puis c'est pas ça l'idée non plus. On veut pas blâmer, mais on veut essayer vraiment de vous préserver le plus possible un peu. Puis je dirais, tu sais, essayez des fois peut-être de vous mettre à la place. Regardez vos enfants, comment ils mangent. C'est vraiment un beau modèle à suivre. Tu sais, ils mangent en étant contents, en ayant du plaisir. Ils sont super bien régulés, les enfants. Là, quand ils ont plus faim, ils ont plus faim. Puis des fois, ils vont manger beaucoup à un repas, plein d'affaires parce qu'ils aiment ça, puis c'est bon. Puis là, ils ont bougé beaucoup cette journée-là, ils ont faim. Après, ils mangeront pas. Puis après ça, ils vont remanger. Tu sais, je dis pas aux adultes, si vous mangez beaucoup, sauter un repas, c'est pas ça du tout. Mais tu sais, les enfants sont bien régulés. Ils aiment ça, manger toutes sortes d'aliments, puis ils n'ont pas d'arrière-pensée axée sur leur poids. Ils vont manger, ben, en tout cas, de tout ou pas selon leur âge ou leur personnalité, mais reste que c'est souvent des beaux modèles, tu sais, purs, qui ont une belle relation avec la nourriture et le corps. Puis ça, ben, ça peut être une inspiration pour les mamans aussi de voir comment on a déjà été probablement, puis de voir comment on pourrait faire pour redevenir un peu cette personne-là, parce que c'est pas figé, c'est pas parce qu'on a une relation négative avec la nourriture que là, on est pris avec ça à vie. Il faut essayer de voir un peu, tu sais, de s'observer, de voir qu'est-ce qu'on peut essayer de travailler, puis d'y aller avec des petits pas, d'accepter que ça se peut qu'on rechute parce que c'est ancré en nous depuis tellement longtemps, toutes ces phrases-là, ces discours-là. Puis même si on ne suit pas un régime avec un nom ou une marque officielle, toutes les règles environnantes, hein, qu'on ne peut pas manger du pain avec des pâtes, que les biscuits ou les chips, ça fait engraisser, que quand on mange une poutine, ça va direct dans nos fesses. Ça, c'est toutes des phrases là, qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, celle que j'aime le plus, c'est: «Oh, moi, je peux pas manger du gâteau, juste le regarder, ça me fait engraisser». Oui, C'est sûr que tu te le dis! Moi, je mange du gâteau et du chocolat, puis c'est ça. Mais on c'est ça. ça a un gros impact aussi, qu'est-ce qu'on se répète sans cesse. Tu sais, si tu y crois tellement que toi, du gâteau, tu peux pas en manger parce que ça te fait engraisser, mais qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Tu sais, nos pensées finissent par créer notre réalité, là. C'est sûr que tu vas culpabiliser d'avoir mangé du gâteau, tu vas ruminer, tu vas penser à ça, mais c'est ça, ça va sûrement te faire engraisser. Tu y crois tellement, c'est tellement ancré. Mais celle-là, moi, me fait rire. La poutine dans les fesses, je pense que je l'avais pas entendue celle-là. Ben ouais. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ce que tu dis, tu sais, d'y croire, juste d'y croire, c'est sûr que ça n'a pas un impact nécessairement sur le métabolisme ou autre, mais ça va faire en sorte, comme tu dis, que la culpabilité, tu sais, puis on a déjà donné l'exemple de un peu la situation que tu illustres dans une de nos campagnes là, de la Journée internationale sans diète, mais on prenait le fameux exemple là, de quelqu'un qui finit son souper, puis qui a envie de manger un biscuit. Puis là, dit, ben, c'est pas bien ben bon pour la santé ou c'est engraissant, je vais manger une pomme. Puis là, tu manges sa pomme, puis il continue de penser au biscuit, puis il dit, ah, il a mangé un petit yogourt à 0 calories, là, à saveur de tarte au citron. Tu sais, il y a beaucoup de marketing qui s'est fait autour de ça, un espèce de gâteau, mais tu sais, non culpabilisant au niveau des calories. Puis là, on mange ça, puis finalement, c'est pas si satisfaisant. Puis le biscuit nous trotte dans la tête. Puis là, finalement, on se dit, ah là, je suis tannée de résister, tant pis, je le mange. Puis tant qu'à faire, je mange toute la rangée. Puis là, je me dis, ben c'est ça, je suis pas capable de me contrôler, fait que j'en mange plus jamais des biscuits. Puis là, on recommence. Tu sais, mais ça, c'est le cycle là, tellement typique. Je donne l'exemple du biscuit, ça peut être avec des chips ou peu importe, mais c'est tellement normal que quand on s'interdit quelque chose, ça donne ce cycle-là. Puis c'est un peu normal aussi qu'à force de s'exclure, Ah, je l'ai oui, fait souvent. Moi, ça résonne, ça me parle. Je le fais plus maintenant parce que je le sais, mais mon Dieu que je l'ai fait. Exactement ce que tu dis là. c'est très, très typique, tu sais. Ouais. Puis dans le fond, là, mettons qu'on prend en termes de calories pures, là, si la personne s'était permis de manger son biscuit en le savourant,
Ben, ça représente pas mal moins de calories qu'une pomme, qu'un yogourt, puis que toute une rangée de biscuits. Tu sais, moi, je dis, il y a pas de mal à manger un biscuit par jour si on le mange en le savourant quand on a faim sans se sentir coupable. Puis ça aussi, on a tendance à puis là, je brûle un peu, on en a parlé tantôt un petit peu aussi, mais on a tendance à catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais, ou santé ou pas santé, ou engraissants ou pas engraissants, mais peu importe le terme, ça les met quand même pas mal toujours dans 2 catégories assez faciles à identifier. Puis ça, ce que ça a comme impact, ben, c'est que justement, les aliments qui sont interdits, un peu comme les biscuits, puis on se le disait tantôt, dites à un enfant: «Va pas toucher à ça». Ben, c'est sûr qu'il va avoir envie d'aller voir c'est quoi puis d'y toucher. C'est la même chose que ça fait dans notre cerveau. On a le goût, on se dit: «Je peux pas les manger», puis là, on se sent toujours une espèce de tiraillement. On veut les manger pour se faire plaisir, puis finalement, on se ramasse à se sentir coupable, puis à se dire: «J'en mangerai plus jamais». Donc, c'est le fait de dichotomiser, donc de faire des catégories bon, pas bon ou oui ou non, permis, interdit, qui va faire en sorte que ça va comme les mettre sur un certain piédestal puis qu'ils vont devenir très attirants. Puis ça, c'est bien démontré aussi dans la littérature que le fait de s'interdire des aliments, ça va nous amener souvent à les consommer en plus grande quantité parce qu'ils vont être très attrayants. Puis au contraire, les aliments qui sont plus santé ou permis, c'est comme un peu des aliments plates, tu sais, qu'on sait qu'on peut toujours manger, mais qui perdent un peu leur potentiel de plaisir parce que c'est pas vrai qu'ils peuvent pas nous procurer du plaisir non plus. Donc le risque en faisant ça, même si l'intention est toujours bonne, hein, c'est d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée, mais au contraire, ça va faire qu'on va avoir moins de plaisir à manger des aliments sains, qu'on va consommer les aliments qu'on a catégorisés comme malsains en plus grande quantité. Puis si on regarde ça très objectivement, que ça soit un biscuit ou une pomme, il n'y a aucun des 2 aliments qui peut faire en sorte à lui seul qu'on ait une bonne alimentation, une bonne santé, un bon poids ou une mauvaise alimentation, une mauvaise santé, un mauvais poids. Puis encore là, je dis bon poids, mauvais poids, là, il n'y a pas un poids qui est bon ou pas bon, c'est un peu le poids qu'on maintient naturellement quand on a des saines habitudes de vie qui nous conviennent à nous. C'est le poids qu'on a idéalement pas trop le choix d'accepter. Mais donc, le fait de catégoriser ces aliments-là, ça va faire ça, puis ça va nuire à l'équilibre alimentaire, en fait. Donc, ce qu'on propose beaucoup de faire, qui est très contradictoire avec la culture des diètes dans laquelle on baigne, mais c'est d'essayer de ramener les aliments un peu tous sur un même pied d'égalité. C'est vrai qu'il y a des aliments qui ont une valeur nutritive différente, mais évaluer la qualité de l'alimentation, ça ne se fait pas avec un seul aliment ou un seul repas. On mange en général 3 fois par jour pendant une vie, mais on peut évaluer la qualité de notre alimentation sur 1 ou 2 semaines, hein. Même si on mange un repas de fast-food un jour, ça ne veut pas dire que notre alimentation est complètement déséquilibrée. Il faut regarder ça de façon très globale. Il ne faut pas juste voir l'alimentation comme une façon de donner le moins de calories à son corps pour avoir le moins de risque de prendre du poids. Tu sais, c'est une alimentation qui est tellement restrictive quand on voit juste ce petit bout-là. Tu sais, l'alimentation, c'est tellement plus grand que ça. Dans le fond, c'est de nourrir notre corps ou de nourrir notre bébé pendant qu'on est enceinte, tu sais, pour permettre que tout se passe bien, que la croissance du bébé se passe bien, puis même après la grossesse, pour faire en sorte que nous, on ait de l'énergie pour s'occuper de notre bébé, pour faire les loisirs qu'on a le goût de faire, pour garder notre corps en santé. Aussi, parce que Pourquoi? Excuse-moi, ça a coupé. l'allaitement aussi, tu sais, pour Oui, absolument. être, ça en prend de l'énergie, là, allaiter. Vraiment, donc il faut voir l'alimentation comme ça, puis il faut essayer de se dire que le plaisir de manger, c'est important aussi. C'est un geste social aussi. On a été privé beaucoup des contacts sociaux là, en lien avec l'alimentation pendant la pandémie. Ça aussi, j'ouvre une petite parenthèse, mais ça se peut que la relation qu'on a avec la nourriture depuis la pandémie ou des fois, un congé de maternité, ça fait qu'on va plus rester chez nous aussi, proche du frigidaire, puis des fois, on s'ennuie ou on manque de social, justement. C'est un peu des réflexes similaires d'aller chercher un peu le rôle réconfortant des aliments. Puis c'est correct que l'alimentation réconforte. Regardez les bébés quand ils boivent au sein ou qu'ils boivent un biberon, peu importe ce que vous faites, mais on, on voit à quel point c'est réconfortant. C'est pas juste des calories que ça lui donne, c'est de la chaleur humaine, c'est le réconfort. Donc, ce rôle-là d'alimentation, il est là depuis qu'on est né. Donc, c'est correct que ça réconforte les aliments. Mais là où il faut essayer de s'observer ou de se poser des questions, c'est est-ce que je mange chaque fois que je vis une émotion négative? Puis est-ce que l'alimentation, c'est la seule façon que j'ai de me réconforter? Si la réponse est oui, ben là, c'est pas de se culpabiliser, encore une fois, c'est d'essayer de s'observer puis de se dire, OK, qu'est-ce qui génère ce sentiment-là? Puis qu'est-ce que je pourrais faire qui répondrait encore mieux à mon besoin? Si je suis fatiguée de manger, ça ne me reposera pas. Peut-être que je devrais aller dormir ou dire à mon chum, j'ai besoin que tu t'occupes du bébé ou à ma blonde, je me couche. Ou si j'ai besoin de socialiser ou de ventiler, ben, peut-être que d'appeler quelqu'un, ça va nous faire plus du bien que de manger un biscuit tout seul en se sentant mal. Donc, c'est vraiment de prendre le temps pour essayer aussi. Hein, c'est pas quelque chose qui marche pour quelqu'un qui marche nécessairement pour nous. Ou peut-être qu'on pensait que ça nous ferait du bien, puis finalement, c'était pas ça. Ou peut-être que ça va varier selon les journées. Donc, prenez le temps vraiment d'être dans une posture d'observation puis de curiosité, d'essayer, puis de ne pas vous sentir mal si ça ne fonctionne pas du premier coup non plus. Tu sais. Donc, de se laisser le temps, je pense que ça, c'est toutes des pistes.
fois, tu sais, des fois, quelque chose va fonctionner 5 fois sur 6, mais c'est pas grave si la sixième fois, ça marche pas, puis que d'habitude, ça fonctionne, mais peut-être que cette fois-là, c'était d'autres choses que finalement, on avait besoin, mais c'est vraiment une belle stratégie, je trouve. Je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Vraiment, c'est super. Est-ce que tu avais d'autres points par rapport à ça? Ou c'était pas Je pense que c'était non, c'est bien. OK. Le temps file, c'est vraiment intéressant, je trouve. Je ne sais pas s'il y en a que. Je vois qu'il n'y a pas de questions, mais gênez-vous pas s'il y a des questions là, en direct ou même en rediffusion. Écrivez-les dans les commentaires, on va y revenir après. Euh, Est-ce que, dans le fond, je pense qu'on en a parlé, je ne suis pas certaine. Comment on peut faire pour que les mamans aient des attentes plus réalistes Mhm. par rapport à leur poids, par rapport à leur apparence, par rapport. Comment? Ben, ça, je pense que c'est d'avoir des attentes réalistes, c'est d'essayer un peu de pas trop avoir d'attentes. Puis ça, c'est difficile à dire parce que souvent, nos attentes sont très élevées. Puis les professionnels qu'on a sondés disaient là, 68 des mamans ont des attentes irréalistes. Donc, c'est un peu irréaliste de penser que tout le monde va avoir des attentes réalistes, là, rendu là, mais dans le fond, c'est d'essayer de se dire, bon, là, j'ai été enceinte. J'avais pas nécessairement le plein contrôle sur mon corps ou l'énergie ou peu importe là, pour bouger ou manger comme avant. Après la grossesse, ben, ça reste quand même un peu là. Hein? Le bébé il est très dépendant de la maman au début. C'est fatigant, c'est éprouvant. Si on est une nouvelle maman, ben, il faut s'adapter à tout ça. Si on est une maman d'un autre enfant, ben, il faut s'adapter à tout ça quand même aussi parce qu'il y a d'autres enfants qui sont là. Donc, de juste accepter et reconnaître que c'est une période particulière, le pré- et le post-natal. Une fois que ça c'est dit, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras puis qu'on ne peut plus avoir d'attente. Mais il faut juste essayer de ne pas se mettre une date ou un nombre de livres, puis d'essayer d'aller un peu avec le courant, puis de laisser aller les choses, puis de faire confiance à son corps. Ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi, mais je pense que c'est quelque chose qu'on acquiert aussi de plus en plus en étant enceinte, en accouchant, de faire confiance au corps, de faire confiance que le corps est bien régulé pour tout revenir à un certain niveau. Mais on ne peut pas viser nécessairement les mêmes habitudes de vie qu'avant à très court terme. Donc, c'est d'y aller avec des petits changements, des choses qui nous font du bien, d'essayer d'aller prendre une marche, pas pour se dire, oh mon Dieu, il faut que je perde mon poids de grossesse, mais pour se dire, ça me fait du bien de sortir dehors avec mon bébé, d'essayer de s'accompagner ou de s'entourer d'autres mamans pour aller jaser en même temps que commence, ou de laisser l'enfant à quelqu'un de confiance, puis d'aller prendre une marche tout seul pour s'oxygéner. C'est pas obligé d'être quelque chose qui est très rigide ou un gros programme d'entraînement ou des cours en ligne, c'est super le fun aussi parce qu'on peut faire ça un peu quand on veut à la maison. Donc, de trouver l'activité physique qui nous fait du bien. Puis c'est un peu la même chose pour le volet plus alimentaire, d'y aller graduellement, d'essayer d'écouter sa faim, son rassasiement, d'accepter que peut-être qu'on a plus faim là, parce que justement, on allait ou c'est dans les premiers mois, puis d'essayer vraiment de s'observer, d'essayer de cuisiner des aliments si on peut aussi, mais c'est pas toujours obligé d'être très, très complexe de cuisiner non plus. Des fois, on se met la pression, mais on peut se faire juste quelque chose de maison ou en profiter pour demander à des amis de nous faire à souper ou d'impliquer notre conjoint, notre conjointe dans la cuisine si c'était pas le cas avant. Donc, d'essayer d'y aller très graduellement, puis d'être réaliste, puis de savoir, j'écoutais la vidéo là, avec l'autre émission qui parlait de yoga, mais de savoir que c'est une phase aussi qui est temporaire dans la vie. Hein. C'est une année ou en tout cas 1 an ou 2 ans, là, selon du pré au postnatal, mais c'est des années spéciales qui changent la vie, puis c'est correct. Puis dans le fond, ça serait dommage que cette préoccupation-là à l'égard du poids bloque un peu ou mette comme un peu des œillères sur tous les beaux moments uniques qui sont en train de se passer. Puis il y a un beau moment unique, il y a des moments qui sont moins uniques ou qu'on aimerait qu'ils se passent plus vite aussi, c'est correct, mais dans le fond, d'essayer d'être vraiment réaliste aussi par rapport à tout ça. Donc, d'y aller graduellement, puis avec bienveillance et de faire confiance à son corps, puis d'accepter que c'est pas non plus pareil d'une grossesse à l'autre ou d'une femme à l'autre. On peut pas se comparer. Des fois, il y en a justement qui vivent, je pense que tu as des expériences là-dessus, vas-y donc. Ah oui, moi, ça, vraiment, d'une grossesse à l'autre, là, c'est ma troisième, là. Mais entre, tu sais, comment mon corps a réagi à ma première grossesse, à mon premier postnatal, et comment il a réagi au deuxième, c'est complètement différent. Complètement différent. Puis j'aurais pu, dans le fond, avoir des attentes de me dire, ah, ben à Mhm. ma première grossesse, mon ventre est redevenu flat tout de suite après l'accouchement. Mais là, j'aurais pu m'attendre à ça, mais là, non, hey, j'avais une bédaine vide. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais j'étais très à l'affût là, que ça pouvait arriver. Fait que, ça me dérangeait pas, mais j'étais comme, ah, c'est ça qu'on ressent, c'est ça. Tu sais, je l'avais pas vécu à ma première grossesse. Donc, même d'une grossesse à l'autre, dans le même corps, ça réagit pas nécessairement de la même façon. C'est Mm. sûr que mes grossesses étaient différentes. J'étais
trop active dans ma première grossesse, vraiment pas active dans ma deuxième. Alors, le corps réagit différemment, mais c'est fou les attentes. Tu sais, j'aurais pu avoir des attentes, j'en avais pas. Je travaillais vraiment fort là-dessus. Je me parle. J'essaie d'être un cordonnier bien chaussé, mais effectivement, là, d'une grossesse à l'autre, ça va varier, d'une femme à l'autre, ça va varier. Puis moi, ce que je mentionne souvent aussi aux femmes par rapport aux attentes réalistes, c'est que notre corps, il change pendant 9 mois. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que c'est vraiment respecter son corps et être réaliste de dire, ben, dans 3 mois, quand mon bébé va avoir 3 mois, je devrais fitter dans mes jeans. Et ça t'a pris 9 mois tout Mmh. changer. Ça se pourrait que ça en prenne 9 puis 12 revenir à quelque chose de, tu sais, je dis revenir. Votre corps, il ne redeviendra jamais comme avant avoir eu un enfant, là. Vous avez eu un enfant. Ça- votre corps va toujours avoir eu un enfant maintenant, là. Tu sais, oui, on peut refitter dans nos jeans, on peut repeser le poids qu'on a déjà pesé avant, mais ça ne revient pas comme avant. Votre corps a vécu cette expérience-là, puis ça va toujours rester imprégné. Mais, tu sais, c'est pas. Je pense que les attentes là-dessus, là, c'est vraiment, ah, je veux fitter dans mes jeans vraiment vite. Ça prend 9 mois de faire sortir le Mmh. bébé, tu sais, pour qu'il soit mature, puis que le corps change, ça va prendre autant. Tu sais, on est considéré en postnatal pendant 2 ans, post-accouchement. Fait que, tu sais, toutes les hormones, les changements qui se passent, là, c'est encore présent, puis ça a un impact sur notre corps, tu sais. Fait que je pense que Mmh. de le savoir, ça va pas faire tout le travail, mais au moins on peut se ramener: «Ah oui, c'est vrai, ça a pris 9 mois, prendre le poids, ben ça peut prendre» puis là, ben mettez-vous pas qu'à 9 mois, vous devriez, tu sais, c'est pas ça que je suis en train de dire là. Mais lâcher la corde un peu plus lousse avec Ouais, les ouais. attentes de dire, tu sais. Puis des fois, il y a des postnatales qui sont super chaotiques, que des mamans qui se retrouvent avec, par exemple, des bébés extrêmement, tu sais, des bébés toujours dans les bras ou avec des grands besoins. Ben c'est sûr que c'est différent, tu sais, ça peut être difficile pour la maman là, de reprendre des habitudes puis de prendre soin. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je vais parler aussi de plus en plus, là, mais il y a tellement de blocages auprès des mamans pour prendre soin d'elles. Tu sais, de prendre soin de soi sans culpabilité, là, c'est pas évident pour tout le monde. Là. Donc, Non. ça en fait partie, mais super. J'aimerais ça, on l'a survolé un petit peu, mais j'aimerais que tu nous parles, que tu nous dises si dans le fond, je sais la réponse, là, puis je sais que ça va être magnifique comme réponse, mais on va juste en parler quand même pour finaliser. Les relations que les mamans ont avec leur corps, qui ont avec l'alimentation, qui ont avec l'activité physique, c'est sûrement documenté que ça a un impact sur le comportement des enfants avec ces choses-là, d'ailleurs. Est-ce que Oui, je... ben, les enfants observent et les enfants imitent aussi et les enfants, ben, je pense que vous avez dû vous en rendre compte si vous avez des enfants, mais entendent plus, ils comprennent des fois plus que ce qu'on peut penser même aussi, là. Donc c'est sûr que quand on fait des commentaires sur notre poids, puis c'est jamais sans le vouloir, mais des fois, je sais pas, peut-être qu'on s'habille puis justement la paire de jeans qui nous fait plus, on dit: «Bon là, ça y est, je rentre encore pas dedans». D'ailleurs, je vous inviterais juste à acheter des jeans plus grands là, au lieu de toujours essayer de vous sentir mal puis de sentir que vous êtes pas correct, tu sais. Ça peut être correct ça aussi, faire de la parenthèse pour ça, mais dans le fond, les commentaires qu'on peut faire ou si on se dit ah ben je peux pas manger ça, c'est engraissant, ou qu'on mange quelque chose de différent, ou que on dit ah là j'ai pas le goût d'aller bouger, ou ah là maman elle a pris du poids, il faut qu'elle aille s'entraîner. C'est tous des petits commentaires qui vont s'ancrer dans la tête des enfants sans qu'on le veuille, hein, parce que je suis convaincue que chaque maman veut prendre le soin de son enfant le mieux possible. Mais dans le fond, les enfants vous observent, les enfants vous imitent. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument plus que vous ayez jamais aucune pensée à cet égard-là parce que ben nous, comme maman, on a vécu dans une société qui a eu certains messages. Les enfants, je pense qu'on en parle de plus en plus, l'importance de valoriser la diversité corporelle. Puis je pense que la génération de nos enfants, j'espère, en tout cas, va être un petit peu mieux outillée pour ça. Puis on peut les aider comme parents aussi. Donc, d'essayer de prendre conscience, encore là, je pense que c'est la première étape, de s'observer et de prendre conscience. Est-ce que je fais des commentaires
sur mon propre poids devant mes enfants? Est-ce que je fais des commentaires sur certains aliments? Est-ce que c'est quoi mon attitude que je démontre à l'enfant par rapport à l'activité physique? Puis d'essayer de voir, vous avez le droit de filtrer certaines choses, même si vous les pensez, hein. Vous avez le droit d'en faire des commentaires dans votre tête, même si ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez vous aussi plus indulgente envers vous ou envers votre corps, mais faites-les pas devant votre enfant si vous êtes capable le plus possible parce que ça va l'influencer. Puis je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un enfant, c'est de préserver la relation qu'il a avec son corps, avec la nourriture, avec le goût de bouger. Les enfants, ils ont envie de bouger parce que c'est le fun, c'est le plaisir. Quand ils mangent, ils goûtent, ils aiment ça. Quand ils se regardent, ils sont fiers de ce qu'ils sont capables de faire avec leur corps. Donc, je pense que c'est d'essayer de valoriser ça le plus possible, puis de prévenir aussi le développement de relations plus difficiles, encore une fois, avec le corps, l'alimentation ou l'activité physique quand ils vont être plus grands. Donc, vraiment de leur faire prendre conscience, tu sais, ah, c'est bon, mais tu sais, de pas dire, ah, c'est bon le dessert, puis juste servir les brocolis en disant rien, tu sais, ah, c'est bon, c'est beau, de faire des assiettes qui ont l'air attrayantes, tu sais, de stimuler le plaisir de manger pour eux, leur faire découvrir toutes sortes d'aliments. Puis vous avez le droit de choisir quand est-ce que vous leur donnez certains aliments moins nutritifs aussi. Vous pouvez en manger le soir quand ils sont pas là si vous voulez faire, tu sais, préserver certaines J'ai choses une aussi. Puis cachette de bonbons. c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé de leur dire qu'ils sont cachés parce que dans le fond, tu sais, c'est Non. correct qu'ils soient là. C'est le rôle un peu des parents, en fait, là, c'est d'offrir les choix aux enfants selon la fréquence qu'ils jugent qui est correcte, selon leurs valeurs à eux aussi. Mais après ça, c'est à l'enfant de choisir dans ce qui lui est proposé, qu'est-ce qu'il veut manger, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Faut pas dire à un enfant, si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas ton dessert. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a tellement entendu longtemps, mais ça fait en sorte qu'il va se forcer à finir son assiette. Peut-être qu'il a plus faim. Puis nous aussi, des fois, quand on a envie de manger un dessert, là, ben, on mange pas jusqu'ici. On veut se garder une petite place parce qu'on a le goût d'avoir faim pour le manger. Donc, c'est la même chose pour les enfants. Sur le site d'équilibre, là, sur les blogs, il y en a quelques blogs pour les parents justement là-dessus aussi. Comment faire? Est-ce que je peux récompenser mon enfant avec la nourriture aussi ou dire si tu fais bien ça, je t'achète un cornet? Tout ça, c'est souvent aussi, on se récompense. Puis c'est correct, mais on peut récompenser avec d'autres choses. Puis on n'est pas, probablement que l'enfant, ce qu'il aime aussi, c'est de faire une activité spéciale avec son parent. C'est pas nécessairement obligé d'être toujours de la nourriture. Donc, d'essayer de réfléchir à tout ça un peu aussi, puis de le valoriser beaucoup pour ce qu'il est comme personne, ses qualités, ce qu'il est capable d'accomplir, ce que son corps est capable de faire. Nous, on a tendance dans la société qui valorise la minceur à voir notre corps juste comme quelque chose, un objet de paraître, mais on oublie tout ce qu'il est capable d'accomplir. Puis c'est à ça qui nous sert, en fait, avoir des enfants, travailler, faire nos loisirs. Donc, les enfants aussi, leur montrer cette façon-là de voir le corps. Pour les enfants un peu plus vieux aussi, de les amener à développer leur esprit critique par rapport au modèle. Est-ce que tu penses que tout le monde ressemble à ça? Penses-tu que c'est vrai, cette image-là? De poser des questions aussi sur les plus vieux sur les réseaux sociaux. Là. Comment tu te sens quand tu suis tel compte? Ah, ça te fait sentir pas bien dans ta peau? Ben, est-ce que tu penses que tu pourrais juste arrêter de le suivre, ce compte-là? Puis ça vaut pour les adultes aussi, hein, Ah de oui, s'abonner à des comptes qui nous font sentir bien. C'est toutes des façons qu'on peut essayer de contrer un peu l'environnement là, qui mise beaucoup sur la minceur, en étant soi-même un modèle, en prenant conscience, puis aussi en renforçant un peu la capacité des enfants à, à résister à cette pression-là, en développant le plaisir de manger et de bouger, en leur faisant découvrir toutes sortes de saveurs, en ayant un discours qui est un peu cohérent avec ce qu'on essaie de vouloir transmettre. Donc ça, je pense que c'est des trucs là, qui sont assez gagnants. Puis comme je disais tantôt, inspirez-vous de leur belle petite naïveté d'enfant pour voir comment ils bougent, comment ils mangent, puis essayez de l'appliquer vous-même à votre quotidien. Je pense que ça peut faire du bien aussi. Là. vraiment. Puis c'est sûr qu'il y a des enfants qui vont bouger plus que d'autres, des enfants qui vont aimer ça, plus, tu sais, des enfants plus épicuriens, j'imagine, Ouais. d'autres. Fait que, tu sais, c'est correct aussi de respecter notre enfant là-dedans. De nous, notre tâche, c'est de leur présenter le plus d'options possible. Puis après ça, eux, c'est sûr qu'ils font leur choix. Mais c'est vrai que nos enfants peuvent être une belle inspiration. Puis moi, je travaille beaucoup là-dessus présentement dans mes communications aussi, dans ce que je veux. Puis je trouve ça le fun de travailler avec les mamans. On s'en est parlé dans notre rencontre préparatoire. Puis je pense que c'est important que je le mentionne aussi. Mais quand je travaille avec les mamans, je sais que j'ai pas un impact sur les mamans. Il y a un impact Mhm. sur plus grand. Puis quand une maman est active, une maman est bien, ça a un impact sur toute la famille. Vraiment. Puis ça,
tu sais, pensez là, à vous comme petite fille, l'impact qu'il y a eu de votre famille, qu'est-ce que ça a fait sur votre adolescence, sur votre vie d'adulte, sur vos croyances maintenant, le cheminement personnel peut-être que vous avez eu besoin de faire ou que vous aurez à faire éventuellement. Parce que quand on devient maman, des fois, on fait comme « Hi, ben là, attends un petit peu, là, ça peut shaker quelques affaires. » En tout cas, ça l'a fait pour moi, ça a remis plein de choses en perspective, mais vraiment, on est des modèles pour nos enfants. Fait que, tu sais, oui, il y a ce qu'on dit, mais il y a ce qu'on fait, l'attitude qu'on a quand on va bouger et tout ça. Donc, vraiment d'en prendre conscience, c'est le premier pas. Puis après ça, de faire des changements graduels. Hein? On ne va pas changer du jour au lendemain tout là, dans notre vie. Mais vraiment, je pense que tu nous as partagé des choses, beaucoup d'informations aujourd'hui pour prendre des belles prises de conscience. Puis vraiment, on était dans la bienveillance. Là. Je ne veux pas que personne se sente coupable de faire quoi que ce soit. Si vous suivez des régimes, tu l'as bien mentionné, ça aussi. Là, c'est vraiment notre objectif à nous aujourd'hui d'avoir cette conversation-là, c'est d'ouvrir une petite porte des fois dans notre esprit, de faire Mm. comme ah, ben il y a peut-être une autre façon de voir c'est quoi mes croyances. Fait que vraiment, je trouve que tu nous as amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est sûr que c'est une conférence à laquelle je vais revenir dans le futur. J'espère que ça vous a plu, tout le monde. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Comme je disais, moi, je vais y revenir. Si c'est une question plus alimentation, je la renverrai à Andréane. On va être en contact. Allez suivre aussi le groupe Équilibre. Je vais vous mettre les liens vers les ressources. Andréane m'a tout envoyé ça, là, donc je vais tout vous partager ça dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à avoir une belle réflexion, des belles prises de conscience. J'espère que ce qu'on vous a partagé, ce qu'Andréane vous a partagé aujourd'hui va vous aider, va vous aider à vous sentir bien, parce que c'est ça le but aussi, là. On fait pas tout ça pour faire comme hey là, arrête de penser comme ça. Là. C'est le but, c'est de se sentir bien. Puis que quand maman, ça va bien, on peut avoir un bel impact sur nos enfants et les autres qui vont suivre après, créer une plus belle société, une meilleure société, plus inclusive, plus consciente. Je pense que la conférence d'aujourd'hui va nous aider à faire un petit pas dans ce chemin-là. Andréane, merci tellement Merci beaucoup à toi. été là, d'avoir partagé avec autant de passion tout ce que tu sais. Je sais qu'on pourrait jaser encore vraiment longtemps. Alors, Oui, oui. laisse filer. Merci, 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 merci. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un épisode en solo. La semaine prochaine, je parle des 3 raisons qui empêchent le plus souvent les mamans de prendre soin d'elles. Andréane en a nommé quelques-unes aujourd'hui. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont les... je pense qu'elle en a nommé 2 Mm. sur les 3. Donc, ouais, je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Donc, soyez là. Merci encore, Andréane. Sur ce, Ça fait plaisir. Merci à toi. passez une super belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Salut. Bye! Bye bye.